titre parce que en fait, la cour de récréation, c'est pas juste un espace de jeu, c'est aussi et essentiellement un espace de socialisation et d'apprentissage informel. C'est-à-dire qu'il se joue un certain nombre de choses dans cette cour que parfois, en tant qu'adulte, on a tendance à ignorer ou à ne pas voir. Hein, mais c'est pas volontaire, mais en tout cas, c'est le cas. Et on a tendance à ne pas voir toutes ces choses qui se jouent entre enfants dans la cour de récréation. Et donc, en particulier, on va le voir, j'ai fait en fait une comparaison entre deux espaces de jeu. Alors, dans la multitude de ceux que les enfants ont bien voulu me montrer, j'ai fait une comparaison de deux espaces de jeu en regardant avec vous les bénéfices et les contraintes de ces deux espaces de jeu. Et donc, le premier espace de jeu que je vais vous montrer s'appelle le village gaulois. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et le City Stade, peut-être que vous connaissez. Hein, voilà. Donc, juste pour que vous compreniez bien le contexte de ma recherche, on est dans une école rurale, donc du Calvados. Et c'est plutôt une petite école. Hein, il y a peu d'enfants dans l'école. On est à peu près 80 enfants. Elle est fermée aujourd'hui d'ailleurs, depuis juillet là. Et donc les enfants ont comme espace disponible des espaces assez variés. Voilà. Ce que je vous montre ici, ce sont des photos que j'ai prises moi. Alors dans mon enquête, en général, j'ai fait photographier les enfants. Les enfants m'ont photographié leurs espaces de jeu, les espaces qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Les espaces interdits, il y en a qui m'ont photographié les toilettes, etc. Et après, je les faisais verbaliser sur pourquoi tu as pris cette photo, pourquoi les toilettes, bon, bah, c'est sale, ça pue, bon, voilà. Donc ça, c'est toute ma recherche. Ici, j'étais revenue dans l'école, en fait, pour leur faire autre chose, hein, pour continuer le travail de recherche. Et en fait, quand je suis arrivée dans la cour, sur l'espace d'herbe, j'ai vu une construction qui, de loin, ressemblait un petit peu à des fouilles archéologiques, si vous voulez. Et ils étaient tous affairés sur l'herbe, etc. Donc je me suis demandé ce qu'ils étaient en train de faire. Et comme je suis une chercheuse qui se respecte, je suis toujours avec mon micro et mon appareil photo, et je leur ai demandé si vous voulez bien me parler de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc je les ai photographiés. Donc là, vous avez une série de 4 photos. Hein, j'en ai bien plus. Alors on ne voit pas trop parce que c'est finalement de l'herbe sur de l'herbe. Mais on voit quand même que les enfants sont en train de s'affairer et ils sont en train de construire des petites cabanes. En fait, eux, ils appellent ça des petites cabanes miniatures avec des brindilles, avec de l'herbe, avec des feuilles, avec des fleurs, etc. Et ils sont en train de faire ce qu'ils appellent le village gaulois. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est eux qui ont donné ce nom-là par un processus que j'ignore en partie, même si on peut supposer qu'une visite dans un château médiéval du Calvados a peut-être un petit peu fait émerger l'idée de quelque chose d'un petit peu médiéval, un petit peu dans ce style-là, ou bien, je ne sais pas moi, l'influence d'Astérix le Gaulois. Bref, je ne sais pas. Il y a peut-être des origines diverses que j'ignore. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous mettre des extraits d'entretien parce que je trouve que les paroles d'enfants sont assez claires et elles se passeraient presque de commentaires, mais bon, comme je ne suis pas venue là pour rien, je vais quand même les commenter. Donc je vous laisse les lire, même si on peut les lire ensemble. Donc Francesco, c'est un enfant qui est en CM2. Il me parle de Willy, qui est en CM1. Et Willy, c'est le jeune garçon qui a commencé et qui a fabriqué la première cabane. Donc il a commencé à faire ses petites brindilles, etc. Et donc Francesco m'explique que tout d'un coup, tout le monde est venu pour lui dire « Est-ce qu'on peut faire une cabane à côté de chez toi ?» Et tout ça, et du coup, tout le monde s'est réuni et on a fait toutes les cabanes. Donc Sophie, c'est moi. Hein. C'est qui ça, tout le monde? Parce que je me dis, tout le monde, c'est bien beau, mais c'est qui tout le monde? Et donc, il y a Ludovic, Boris qui sont en CE2, Marie qui est en CM2. Donc moi, tout de suite, je me dis, il n'y a pas de CE1. Oui, les CE1, c'est bon. Et puis Claire me dit, oui, on accepte tout le monde. Donc dans ce premier entretien, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était la mixité dans ce jeu. C'est un jeu collectif qui est assez exceptionnel, qui est assez rare.
qu'on retrouve un petit peu avec le jeu des billes, voyez, où là, on peut avoir effectivement un grand groupe d'enfants qui se réunit, qui jouent tous ensemble, du CP jusqu'au CM2. Mais c'est plutôt assez rare. Donc cette mixité de l'âge, elle est rare, et on peut voir aussi une mixité de genre. C'est-à-dire qu'il y a des garçons et il y a des filles. Et ils jouent tous ensemble. Ce qui est relativement exceptionnel dans une cour d'école. Parce que de manière assez systématique, les enfants vont avoir tendance à se conformer à leur genre et à rester plus ou moins entre filles, plus ou moins entre garçons. Bon, je fais des grosses généralités, mais globalement, c'est ce qu'on voit. Donc là, ils acceptent tout le monde. Le deuxième extrait que j'ai choisi, c'est toujours Francesco qui me dit « il y a des chefs ». Alors, comme il me dit ça, ça m'interpelle. Donc il m'explique que, en fait, Willy, parce que c'est lui qui a commencé, c'est le chef. Et puis, il a désigné un sous-chef. Alors, bien sûr, ce ne sont que des extraits, mais il m'explique que ceux qui cassent, ceux qui ne respectent pas, en fait, les cabanes des autres, sont renvoyés. Et donc, dans un entretien informel avec un enseignant, j'ai eu l'occasion, en fait, de comprendre qu'ils intégraient un code d'accès, en fait, pour un enfant qui cassait régulièrement les cabanes. Donc, à chaque fois que le gamin arrivait aux abords du village gaulois, il disait est-ce que je peux rentrer ? Est-ce que tu as le code ? Alors, il tentait un code. Je n'ai pas eu vent de ce que c'était, un numéro, un mot, une couleur, j'en sais rien. Mais en tout cas, à chaque fois que cet enfant, en l'occurrence, revenait pour rentrer dans le village, le code avait changé. Bon, c'est tout simplement de l'exclusion, tout simplement de l'exclusion sociale. Pourquoi ? Parce que l'enfant ne respecte pas la loi des pairs, ce qu'on appelle la loi des pairs, c'est-à-dire la loi que les enfants ont instaurée entre eux. Cette loi-là, il ne la respecte pas, donc le groupe d'enfants l'exclut du jeu. Donc ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que ce n'est pas juste un jeu, vous le voyez bien, on est véritablement face à toute une hiérarchisation, une socialisation par hiérarchie, c'est-à-dire il y a des chefs, il y a un sous-chef, et puis il y a des exclus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fameux Willy, c'est un enfant qui est en grande difficulté. Il est en famille d'accueil, il a une légère tendance à la violence contre lui-même et contre les autres, et il a beaucoup de difficultés en général à se trouver des amis et à jouer dans la cour. Là, sa notoriété reprend un petit peu du galon, si vous voulez. On s'intéresse à lui. Ce qu'il est en train de faire, ça donne envie aux autres enfants. Donc il y a une espèce de propagation rapide dans toute l'école qui fait qu'on a, j'ai passé les photos, mais on a une vingtaine, trentaine d'enfants qui viennent jouer, qui viennent construire leur cabane, etc. Alors celui-là, il est un peu long. Il y a plein de petites choses en fait là-dedans. Lynn qui me dit moi j'ai détruit ma cabane pour le gros tas là parce qu'on va faire une maison ensemble. Donc il y a toute cette idée de partage, on va partager. Et puis c'est Valentina là-bas, là c'est Ludovic, ici c'est Francesco et Sébastien, ici c'était à moi mais maintenant je suis là, c'est à Stéphane, etc. Donc les enfants savent à qui ça appartient. Il y a vraiment cette idée de propriété, on a vraiment construit notre territoire à nous. Mais à aucun moment on entend parler des adultes. Les adultes n'interviennent pas. Et je dirais même que les enseignants, parce que du coup je discute quand même avec les adultes, très vite fait, mais je discute quand même avec eux, parce que des fois ça permet de comprendre ce que pensent les enfants. Et là ce que je trouve intéressant, c'est que les adultes ils m'ont dit c'est génial, on n'a rien à dire. On est à la récréation, on les regarde, ils jouent. Alors il se passe des choses, puisque effectivement il y a ce pauvre malheureux, je crois que c'est Baptiste, pauvre malheureux qui vient pleurer à l'enseignant. Bon, je dirais que le pauvre, il est exclu, donc voilà. Ils ont eu à gérer cette problématique-là, mais au final, globalement, il y a une espèce de paix dans l'école qui règne et que les enseignants m'ont dit que c'était royal, quoi. Ensuite, à la fin de l'entretien, Yannick me dit « Moi, je vais en faire une après, Valentina va m'apprendre. » Alors, je lui demande pourquoi, parce que je ne sais pas faire les cabanes, en même temps, question bête. Ça paraît évident. Là, ce que j'ai voulu souligner, c'est encore une fois cette mixité,
parce que Yannick est plus grand que Valentina, et en plus c'est une fille. Donc il y a cette mixité de genre-là qui est complètement dépassée. On est face à 2 enfants, il y a un novice et un expert. Le novice se plie à l'expert, c'est « tu vas m'apprendre ». Il n'y a plus de sexe, il n'y a plus d'âge, c'est le novice et l'expert. Et ça c'est pareil, c'est une situation d'apprentissage qui est assez rare dans les écoles, où encore une fois, ils ont tendance à se rallier à leur genre et à leur âge, à leur classe d'âge. Pour peu que la cour soit trop petite et qu'on fasse des récréations décalées, où là vraiment les enfants se retrouvent avec leur classe et avec leurs copines ou avec leurs copains, et point final. Là vraiment ils ont eu cette chance de pouvoir en tout cas faire ce village gaulois, et ça donne des choses comme ça qui sont vraiment à souligner. Alors l'extrait numéro 4, donc je demande quand même c'est quoi le but du jeu, parce qu'ils adorent quand on s'intéresse à ce qu'ils font. Et Willy me dit, c'est de faire des cabanes. Encore une fois, question bête. Et puis, vous ne jouez pas dedans. Alors, il me dit quand même, on prend des petites voitures, on loue les maisons, on joue avec des bouts de bois, et après, on en refait plein. Et Lynn me dit, il y en a qui sont plus belles que d'autres quand même. Alors, ce que je voulais souligner avec cet extrait d'entretien, c'est 2 choses. D'abord, c'est le rapport à l'imaginaire. On est vraiment dans une construction donc ludique pour le jeu, artistique, parce qu'au final, là, les photos ne sont pas très, très jolies, mais ça fait quelque chose d'assez artistique. Hein. C'est clôturé, il y a les frontières et tout qui ont été construites. C'est quelque chose d'assez sympa. Il est vraiment joli, leur village. Et donc, ludique, j'ai dit artistique, merci, et esthétique. Il y en a qu'une qui suit. Et esthétique. Et donc esthétique parce que Lynn me dit elles sont belles, etc. Mais alors, je vais nuancer ce que j'ai dit sur cette mixité de genre, parce que bien entendu, c'est pas le monde des bisounours. Et les enfants n'ont pas les mêmes goûts. Donc le garçon, lui, Willy, il me souligne, on loue les maisons. Hein, on va être sur quelque chose un peu économique. Là, ils vont gérer le village un petit peu en mode économique. On joue avec les bouts de bois, donc il y a un savoir-faire technique, etc. Et puis Lynn, elle me rajoute, il y en a qui sont plus belles. Donc elle est vraiment plus sur le côté esthétique. Alors si je me permets de le souligner, c'est pas juste une phrase comme ça qui est tombée dans l'entretien, c'est juste que je peux pas vous montrer mes 40 pages d'entretien, donc j'ai sélectionné ce qui ressort de mes entretiens. Et effectivement, à plusieurs reprises, les filles soulignent le côté esthétique de leur maison ou inesthétique, et donc on va casser et on va refaire, etc. Donc ils ont même été à un moment donné un peu freinés quand même par les adultes parce qu'ils dépouillaient donc toute la végétation de la cour pour mettre des fleurs, des choses comme ça. Donc ils ont trouvé une alternative, ils ont ramené des fleurs de la maison. Donc en demandant ou pas aux parents, je ne sais pas. Et en tout cas, donc ils ont rendu un petit peu plus beau le village. Et il y a même un arbre de la liberté, je ne sais pas si je l'ai mis en photo. Donc ils ont fait l'arbre de la liberté et voilà, ils m'en disent pas grand-chose, ils me disent c'est juste l'arbre de la liberté. Ok. Il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que la 2e année, j'y suis retournée pour faire encore autre chose, et le village était encore là. Ce qui est encore plus rare, hein, c'est que ça perdure d'une année sur l'autre. Willy était toujours dans l'école, il n'était pas encore parti au collège. Ça s'est arrêté quand Willy est parti au collège. Il n'y avait plus le leader, en fait. Le leader était parti, donc le village s'est écroulé. Mais la 2e année, il est devenu maire. Donc, au-delà de cette civilisation, on va dire, c'est plus une maturation hein, dans le processus des enfants. Il y a une maturation. Pour le coup, les adultes ne sont pas, n'y sont pas pour rien. C'est que c'est arrivé au moment des présidentielles. Donc on devait être en avril 2017, si ma mémoire est bonne. Et donc les enseignants ont travaillé sur les élections, etc. Et donc ça a fait mûrir un petit peu le projet des enfants dans leur village. Donc forcément, les enfants ne sont pas sourds et muets de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, mais ils s'en inspirent. Ils s'en inspirent, c'est ce qu'on appelle de la réappropriation ou de l'appropriation. Ils se réapproprient ce qu'on fait, ce qu'on leur apprend, pour faire leur propre territoire, leur propre monde. Et là, dans un cas comme ça, les enseignants ont remarqué qu'il y avait peu de conflits parce que finalement, chaque enfant a pu faire son territoire. C'est la problématique des cours d'école qui offrent
peu de possibilités et qui, au final, provoquent des guerres de territoire, donc des conflits, des bagarres, des choses comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est l'école, encore une fois, des bisounours. Il y a des bagarres comme partout. Ce sont des enfants et ils sont en société, donc forcément, il y a des conflits. Mais on va dire que c'est plus pacifique que dans certaines autres cours. Donc voilà, là j'ai fait juste un petit résumé de mon village gaulois, donc un espace de jeu, de socialisation, avec une mixité, etc., une situation assez exceptionnelle. Des apprentissages informels, vous l'avez vu, hein, avec des détournements qui soient artistiques, ludiques, esthétiques, et puis bien sûr la loi des pairs, le respect, la justice entre enfants. Hein, et les enfants vont plus facilement respecter une loi qu'ils se sont donnée entre eux qu'une loi qui va venir de l'adulte. C'est comme ça. Alors, le deuxième espace de jeu dont je voulais vous parler, c'est le City Stade. Alors, je vous rappelle qu'on est dans une école rurale. Ils avaient un grand espace pour courir et on est venu mettre un City Stade en plein milieu de leur bel espace. Bon, le City Stade, à l'origine, il y a un chercheur, un géographe qui a travaillé là-dessus, c'est Yves Rebaud. Il a travaillé sur les city-stades et donc je me suis beaucoup intéressée à ses travaux parce qu'en fait, les city-stades ont été intégrés dans les villes pour canaliser la violence des garçons. Beaucoup. Hein. Ça a été une manière de ne pas les laisser traîner dans la rue et donc de les canaliser dans un espace clos dans lequel ils peuvent exercer leur virilité, parfois leur violence, mais en la canalisant. Donc j'ai envie de dire, il n'a quasiment rien à faire ici, le City Stade. Bon, bref, il a été mis, il est là. Alors, quelques extraits d'entretien. Là, on a Bertie qui me dit maintenant, quand les garçons sont dans le City Stade, j'ai mis CS pour que ce soit plus facile, et ben nous, on est tranquille pour jouer. Alonso, sauf qu'il y a des filles qui peuvent jouer. Oui, alors Clémentine et Aurélie, des fois, elles jouent. Alors moi, je lui dis, et toi, Bertie, est-ce que tu vas dans le City Stade ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas du foot. Tu peux en faire, lui dit Nicolas. Et elle dit, j'ai pas envie. Bon, ça, c'est un des exemples multiples que j'ai eus. Alors, c'est pour ça que je dis que le City Stade a cette tendance à accentuer l'effet de genre. C'est qu'en fait, les garçons vont dans le City Stade assez spontanément. Et donc, les filles, elles vont jouer autour du City Stade, à côté. Mais elles rentrent très, très peu. Très occasionnellement. Là, encore une fois... alors, je vous ai mis une longue citation, mais c'est Valentina, elle m'a beaucoup fait rire. Moi, je préfère comme ça, les garçons, ils vont dans le City Park. Alors, elle a bien dit City Park, hein, pas City Stade. D'ailleurs, après, je lui dis, mais en fait, tu parques les garçons. Elle me dit, oui, c'est ça. Alors, il y a pour ceux qui vont dans le City Park, donc c'est souvent les garçons, et comme ça, nous, on a plus de place autour. Mais aussi, nous, Zoé et moi, on reste souvent en bas, au local. On a aménagé le local de sport, comme il faut. Donc, du coup, maintenant, on aime bien être dedans, on est toujours dedans, on passe nos récrés à ranger, on adore ça. Alors là, je trouve que c'est un exemple flagrant de ce conformisme au genre, c'est-à-dire que voilà, les garçons vont jouer au foot, puis nous, on range le, on range le local à sport. Bon, alors, ce qui s'est passé après dans cette école, c'est quand même que les adultes, alors les enseignants, alors c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que l'arrivée de ce City Stade, moi, les enseignants m'en ont parlé comme une catastrophe. Elles m'ont dit, mais on était tranquille, il y avait de l'espace, ils pouvaient tous jouer. À la récréation, il y avait peu de conflits. C'était vraiment une surveillance. Hein, vous le savez, faut arriver au risque zéro. Il faut que personne se blesse, il faut que personne ne tombe. Ça devient un peu fou. Et là, dans cette grande cour, avant, les enseignants étaient relativement tranquilles de ce point de vue-là. Et là, une semaine après l'installation du City Stade, ils ne se sont pas méfiés. Ils ont autorisé l'accès au City Stade de manière libre. Et il y a un enfant qui s'est blessé parce qu'ils étaient 50 là-dedans et il faisait un épervier. Donc il y a un enfant qui s'est blessé. Donc qu'est-ce qu'elles ont été obligées de faire ? Elles ont été obligées de faire un planning. Et je trouve ça vraiment dommage, pendant la récréation, de savoir, alors aujourd'hui, le matin, c'est la classe des CE2, c'est foot. L'après-midi, c'est les CM1 et c'est basketball. Et vous voyez le genre. Donc c'était un planning de ministre pour savoir quel jour je peux jouer dans le City Stade, à quel jeu je peux jouer dans le City Stade, etc. Et les filles avaient un mal de chien à aller dans le City Stade parce qu'il fallait être 12, pas plus que 12. Et c'était les premiers qui avaient le ballon qui pouvaient être dans le City Stade. Alors vous imaginez le bazar. C'était toujours un garçon qui arrivait au premier en local de sport, qui chopait le ballon et qui... voilà.
Donc les enseignants ont été obligés de mettre une journée fille. Alors j'appelle ça le Pink Friday. C'est pas le Black Friday, c'est le Pink Friday. Donc le vendredi, elles ont dit, le vendredi, c'est les filles et uniquement les filles. Sauf que dans cette école, il y a très peu de filles et très peu de volontaires pour aller dans le City Stade. Ce qui fait qu'elles se retrouvaient à 4 dans le City Stade et que les garçons à côté râlaient « Ouais, c'est pas juste, on peut pas aller dans le City Stade, elles sont que 4, elles jouent même pas au foot, c'est n'importe quoi ». Donc vraiment, il y a eu un effet qui a accentué là, cet effet de genre, vraiment, qui est assez frappant. Là, c'est cette histoire de règles qui sont imposées du coup par les adultes. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on peut pas, par exemple, on peut être que à 12 à l'intérieur. Il y en a qui veulent y aller, ils disent non aux autres, c'est pas très sympa pour les autres, etc. Donc il y a un sentiment d'injustice du coup qui naît chez les enfants. Donc c'est maîtresse Julie, c'est elle qui décide. Bah oui, il a bien fallu réguler, donc inévitablement, voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, pour résumer, voilà, vous avez vu, donc j'ai mis un petit peu en avant ce City Stade parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Donc, un effet de genre accentué, des règles de l'adulte qui sont imposées, mais j'ai envie de dire par nécessité. Tout le monde s'en serait bien passé. Et du coup, des enfants qui se conforment à la règle, plus ou moins bien, mais en général, ils m'ont dit, pour pas s'embrouiller, vaut mieux que ce soit les adultes qui gèrent, etc. Donc au final, ils se conforment à la règle, mais quand on voit en comparaison avec le village gaulois, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, j'ai une petite biblio, mais sinon, j'en ai terminé. Merci.